Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo top 5 de mes lectures de cette année. Il reste encore une semaine avant la nouvelle année donc j'espère qu'il n'y aura pas de coup de cœur durant cette dernière semaine, mais en même temps j'ai pas prévu de lire suffisamment je pense pour qu'il y ait un coup de cœur qui arrive, donc ça devrait le faire. Le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Lightlark d'Alex Aster, publié chez Lumen. Tous les 100 ans, on a l'île de Lightlark qui réapparaît pour accueillir une compétition mortelle, le Centennal. Au cours de cette compétition, on va avoir les 6 souverains des 6 royaumes qui vont s'affronter pour tenter de briser les malédictions qui pèsent sur leur peuple. Le problème, c'est que pour lever ces malédictions, l'un d'entre eux va devoir mourir. Le truc c'est qu'ils peuvent pas juste choisir « allez, toi tu meurs » parce qu'ils vont devoir coopérer pour résoudre certaines énigmes avant de potentiellement devoir s'entretuer. Ça fait plusieurs cycles que l'île de Lightlark apparaît et que les malédictions ne parviennent pas à être brisées. Donc voilà, commence à y avoir un petit désespoir qui s'installe entre les peuples. C'est pas trop la joie quoi. Et puis les choses s'effondrent petit à petit, les peuples diminuent en population. Donc c'est un peu maintenant ou jamais quoi. Nous on va suivre plus particulièrement la reine du peuple sauvage, Isla. Le peuple sauvage, leur malédiction, parce que tous les peuples ont une malédiction différente, la leur c'est d'être condamné à tuer la personne dont ils tomberont amoureux. Donc du coup on a Isla qui participe pour la première fois au Centennal, contrairement à d'autres souverains. Et elle va se retrouver embarquée dans cette compétition en étant une des plus jeunes souveraines, donc en ne connaissant pas les autres souverains et la façon vraiment dont se déroule le Centennal. Elle en a entendu parler bien évidemment, mais elle l'a jamais vécu. Et puis en plus, Isla elle a un petit secret qui pourrait bien l'handicaper, mais ça on le découvre au fil du livre. J'avais beaucoup aimé cette histoire quand on me l'avait pitché, j'avais ressenti une vibe Hunger Games, compétition, tout ça. Au final, on n'est pas tant dans la compétition fight, mais plutôt dans une compétition où on a besoin de coopération pour résoudre des énigmes. On a aussi les alliances qui se font et se défont au rythme des enjeux politiques qui se font autour de la survie des différents peuples. Enfin voilà, vraiment il y avait beaucoup de choses. Je l'ai pas dit mais c'est le premier tome d'une duologie, il y a le second tome Nightbane qui sort en 2024 mais je ne sais pas exactement à quelle date. Attention à ceux qui sont allergiques au triangle amoureux. Il y en a un dedans, hein, on va se le dire directement. Donc si vous aimez pas ça, pour le coup passez votre chemin parce que il y a de la romance dedans et elle prend quand même pas mal de place, on va dire. Ensuite on va parler d'un roman graphique. Je lis pas très souvent des graphiques mais vraiment celui-ci m'a donné beaucoup envie quand j'en ai entendu parler. Et effectivement, j'ai bien fait de me le procurer parce que j'ai adoré. Pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers tomes puisqu'il n'y a que ceux-là qui sont sortis et le tome 4 sort, je crois, en janvier. Il s'agit de Seule la mort attend la vilaine, publié chez Kotun. L'autrice s'appelle Suol et c'est une histoire originale de Guan Gyeoeul. Pardon, trop dur à prononcer. Il y a énormément de voyelles qui s'enchaînent, c'est très difficile. J'aime beaucoup les traits et les couleurs qu'il y a dans ces romans graphiques. Dans cette histoire, en fait, on va suivre une jeune femme dont en fait on ne connaît pas le nom, qui après avoir enchaîné des parties du nouveau jeu vidéo à la mode, va s'endormir et va se réveiller dans le jeu. Elle va dans le jeu incarner le personnage antagoniste de Penelope Eckhart, qui est la fille adoptive du duc Eckhart. Et en fait, elle se retrouve dans le mode difficile, le mode qu'elle n'arrivait pas à gagner dans la vie réelle. Et en fait dans le mode difficile, la mort de Pénélope est à peu près assurée à toutes les parties. Donc son but, ça va être de mener Pénélope jusqu'à la victoire et en fait qu'elle survive en tant que Pénélope dans sa vie en fait, puisque elle s'est retrouvée transférée dans le jeu finalement. Dans ce jeu, le but c'est de faire tomber un des 5 personnages masculins prédéfinis amoureux de Pénélope. Donc il y a un système avec des cœurs au-dessus de leur tête, des pourcentages d'amour en fait, et qui montent, qui descendent en fonction des actions qu'elle va faire. Et si le pourcentage tombe trop bas, squeak. Voilà, globalement c'est un peu ça l'idée. Pareil, si elle fait un peu trop de faux pas, même si c'est pas auprès des 5 personnages masculins là,
ça peut vite dégénérer et faire squeak, donc il faut qu'elle fasse très attention à ce qu'elle fait. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette histoire, c'est que la jeune femme qui incarne Pénélope du coup dans l'histoire, en fait elle fait des parallèles avec sa propre vie. Il y a des choses qui se ressemblent entre sa propre vie et la vie de Pénélope, et du coup c'est assez intéressant aussi de voir ces parallèles. Du coup voilà, moi j'ai beaucoup aimé ces romans graphiques, je ne peux que vous les conseiller, j'ai trouvé ça déjà hyper original. Les dessins sont super sympas, il y a beaucoup de remises en question du personnage, des autres personnages aussi, de pourquoi ils font ça, pourquoi ils ressentent les choses comme ça, etc. Et vraiment, je peux que vous le conseiller. En plus, un roman graphique, ça se lit quand même plutôt très vite. Et vraiment, mais regardez quoi. Moi j'adore. Vraiment gros coup de cœur de cette année. Et je me languis de la sortie du tome 4. Et le jour de la sortie, je me jette dessus et je le lis directement, je pense. Ensuite, et je pense que c'est une romantaisie que vous allez retrouver dans plusieurs top 5, puisque je l'ai déjà vu dans le top 5 d'Emma, mais en même temps c'était pas étonnant qu'il y soit. Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Bragelonne. La duologie, hein, évidemment, à chaque fois je vous prends que le tome 1. Il n'y a pas de mots en fait pour ce livre. Vraiment énorme coup de cœur. Si vous êtes passé à côté, au cas où, je vous fais quand même le pitch. On va suivre l'histoire de Lara, qui est la fille du roi de Maridrina et qui a été entraînée toute sa vie aux arts de la guerre, mais aussi de la séduction, dans un seul but: épouser le roi Arène d'Itikana et peut-être le renverser au profit de son père. Voilà, c'est un peu le but. En fait, le royaume d'Itikana, c'est le royaume qui contrôle le pont qui relie le continent nord au continent sud. Et en fait, c'est la seule façon de rallier les deux continents sans prendre trop de risques, puisque lors de la saison des tempêtes, c'est impossible de traverser la mer d'un continent à l'autre sous peine de grosses pertes humaines et matérielles. Et en fait, donc le peuple d'Itikana contrôle le pont et c'est la voie commerciale en fait entre les deux continents. Et du coup, vous vous doutez bien que ça suscite bien des convoitises. Lara, au cours de son éducation, elle a appris un truc, c'est que Arène, le roi d'Itikana, c'est la pire personne qui existe sur cette terre, qu'il est méprisable, que les Itikaniens sont tous des sauvages qui en fait ne méritent pas forcément de vivre, hein. Et vraiment, elle éprouve une haine envers les Itikaniens et Arène particulièrement. Voilà, en même temps, ça lui a été insufflé depuis qu'elle est toute petite. On lui a seriné ça. Vraiment, elle avait pas d'autre option que de penser comme ça pendant toute sa jeunesse, hein, à partir de ses 4 ou 5 ans, je crois. Donc bon, jusqu'à à peu près 20 ans, ça fait beaucoup, hein. C'est vraiment un endoctrinement pur et dur, hein. Et donc, elle va se retrouver à devoir honorer donc le traité qui lie Itikana et Maridrina, donc en épousant Arène, c'est pourquoi elle a été élevée et sélectionnée. Et elle va du coup se retrouver à Itikana. Sa mission de base, ça va être d'espionner pour percer les défenses du royaume d'Itikana. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle va passer du temps là-bas, elle va se rendre compte que peut-être les Itikaniens, ils sont pas si pires que ça. Et que peut-être, en fait, on lui a peut-être menti. Et raconté des trucs qui sont pas tout à fait vrais quand elle était jeune. Il va y avoir plein de choses qui vont entrer en collision dans la tête de Lara. Elle va devoir choisir son destin. Est-ce que elle va remplir son destin de tueuse de roi, ou est-ce qu'elle va remettre en question son éducation et se retourner entre guillemets contre son peuple plutôt contre son père. On est sur un livre où on retrouve des enjeux politiques quand même assez développés, où on retrouve encore une fois des affaires de trahison, des moments où on ouvre les yeux sur des choses qui nous paraissaient acquises depuis l'enfance. Et les personnages sont hyper bien développés, les personnages secondaires sont vraiment chouettes aussi. Il y en a qui m'ont fait mourir de rire, par exemple la grand-mère d'Arène, une pépite. Mais la plupart des personnages secondaires sont quand même bien développés. L'environnement est bien développé aussi, on voit bien, on visualise bien, et on est aussi quand même pas mal aidé parce qu'il y a une carte au début des livres.
Et voilà, vraiment, je les ai dévorés. Le tome 1, je l'ai lu très vite. Le tome 2, pour moi, est encore mieux. En 2 jours, je l'ai lu. Et c'était vraiment une super histoire. On reste dans les livres avec des aspects politiques. Décidément, je crois que ça a été un peu le thème. Et je vais vous parler de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Donc pareil, c'est une duologie. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 cette année. Une claque, vraiment. Enfin, ce livre est formidable. Ce livre est formidable, vraiment. J'ai adoré. J'ai pas dit, c'est publié chez Didier Jeunesse. Pour vous le pitcher, en gros, on est dans une société qui s'appelle Sapienta, où les règles sont claires, ce sont les femmes qui dominent et les hommes qui les servent. Voilà. On est donc sur une société matriarcale, mais quand même poussée très à l'extrême. Puisque les hommes, il y en a quelques-uns qui sont sélectionnés, qui ont le droit de vivre avec les femmes, les autres sont tous exclus sur une île un peu désolée, beaucoup désolée même, et démerdez-vous quoi, clairement c'est ça. Chaque année, il y a un tournoi de gladiateurs qui est organisé, donc en fait, les femmes soldates de Sapienta vont sur l'île des hommes, sélectionnent les hommes de 18 ans qui ont l'air les plus robustes, qui sont les plus attrayants physiquement, etc., pour les ramener sur l'île des femmes pour qu'ils s'affrontent au cours d'un tournoi de gladiateurs, et les vainqueurs seront sélectionnés pour devenir les futurs, alors c'est pas les époux mais les futurs compagnons on va dire, ou en tout cas procréateurs pour accompagner les jeunes femmes qui viennent d'avoir 18 ans en fait. Du coup forcément toutes les jeunes femmes de la cité attendent cet événement avec impatience, en tout cas celles qui vont avoir, enfin qui sont dans leur 18e année, puisque leur but c'est de procréer, de devenir mère en fait. Il y a une femme, une jeune femme, qui n'attend pas ce tournoi avec impatience, c'est Adona. Adona pourtant c'est la fille de l'organisatrice principale du tournoi, mais vraiment elle, ça la terrifie. Elle a aucune envie de participer, de devenir mère. Et le truc c'est qu'elle est plutôt très obligée d'y participer, parce que même si elle essaye de ne pas y participer, sa mère s'en rend compte, elle l'oblige à y participer. Du côté des hommes, on a Helios. Helios qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est déjà de se faire sélectionner pour aller dans l'arène et ensuite de survivre. Le truc c'est qu'Helios, il veut pas survivre parce qu'il a envie de vivre sur l'île des femmes. Il a envie de survivre parce qu'il a un dessein beaucoup plus grand que celui-là. On est sur une société dans ce livre matriarcale qui est poussée à l'extrême, mais qui du coup dénonce quand même pas mal de choses, enfin qui choque sur beaucoup d'aspects, mais c'est tellement bien fait. C'est poussé dans ce livre au point que on a des citations au début de chapitre, alors soit des citations inventées, soit des citations qui ont été transposées au féminin, des citations de l'Antiquité. Les citations du coup qui sont à la gloire des femmes, et c'est un livre quand même qui fait pas mal réfléchir. Et pareil, on a une intrigue qui est hyper bien développée, c'est très rythmé, vraiment hyper bien fait. Je ne peux que vous conseiller de lire cette duologie, l'Empire des femmes de Cassandre Lambert, vraiment une pépite. Et on va terminer ce top 5 de mes coups de cœur de l'année avec un livre que j'ai lu très récemment. Il s'agit de La Sphère d'Alexiane Delis, publié chez Michel Lafon. Une claque! Une claque. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur Montreuil et du coup qui ne connaissent pas le pitch, on va suivre l'histoire de Noria qui est mannequin et qui mène la vie de rêve. Elle vit dans une société, enfin sur la Terre en fait, mais sur la Terre, les hommes ont disparu, éradiqués par un mystérieux virus. Le seul moyen de s'évader un petit peu de sa vie quotidienne, c'est d'aller à la Sphère, qui est un espace en fait de réalité virtuelle, où on peut choisir de partir sur des simulations donc d'une semaine, 2 semaines, 1 mois selon la longueur de vacances qu'on a, l'argent dont on dispose. Et pour s'évader un petit peu, on peut choisir de partir aux Caraïbes, on peut choisir d'aller incarner une princesse, on peut choisir aussi de partir en expédition spatiale. Et c'est ça que Noria va choisir quand elle va y aller, traînée par sa meilleure amie. Noria elle avait pas du tout envie d'aller à la Sphère, mais sa meilleure amie, à force d'insister, voilà, Noria finit par céder, elles y vont, c'est elle qui choisit leur expédition. Et en fait, elles vont donc partir là-bas. Le truc, c'est que on leur promet que tout se passera bien, c'est une simulation, c'est une réalité virtuelle, donc normalement tout est censé se passer bien, il ne peut pas y avoir de problème, et normalement tu risques rien. Le petit problème, c'est que Noria, quand elle se réveille dans la simulation,
Bah déjà elle manque de mourir. Manque de peau, on lui avait promis que tout se passerait bien. Donc elle manque de mourir et il va se passer plusieurs choses. Par exemple, elle se rend compte que sa meilleure amie avec qui elle est partie dans la simulation ne se rappelle de rien de leur vie précédente et que toutes les autres personnes qui sont dans la simulation ne se rappellent pas non plus de leur vie précédente alors que elle s'en rappelle. Mais par contre, elle se rend compte que tous les autres qui sont dans la simulation ont un peu le background de l'histoire de ce qui se passe dans la simulation alors qu'elle, pas du tout. Enfin voilà, il commence à se passer des trucs un peu bizarres et elle va s'interroger clairement hein, sur ce qui se passe et elle va commencer à avoir du mal à discerner ce qui est vrai de ce qui est imaginaire en fait. J'ai pris une claque en lisant ce livre. Vraiment, si vous l'avez jamais lu, si comme moi vous êtes passé à côté quand il est sorti, mais foncez. On est sur un livre plus de science-fiction, mais science-fiction quand même assez accessible. Vraiment une histoire, mais c'était très très bien. Le plot twist, je l'ai pris en pleine poire. Je me doutais pas de ce qui allait se passer. Après moi en général les plot twists, je les prends souvent en pleine poire, même quand ils sont assez évidents, faut le dire. Mais là clairement je pense qu'il est pas évident. Et en fait autant Norian ne sait plus discerner réalité et fiction. Mais nous, on sait pas non plus avec elle. On est avec elle, on est complètement paumé, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est hyper bien fait quoi, je peux que vous conseiller de lire ce livre. Du coup voilà, je vous ai présenté mon top 5 de mes lectures de cette année. Je sais pas si vous les connaissez, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire. S'il y en a certains que vous avez dans votre pile, dites-moi aussi, ça peut m'intéresser. Si vous voulez qu'on en discute, il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo aux alentours de sa sortie. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!